À 4h47 du matin du 11 mai 1945, le soldat John McKinney était allongé dans sa tente près de la baie de Dingolan, Luzon, ignorant qu'environ 100 soldats japonais rampaient à travers la jungle vers sa position. 24 ans, 2 ans et demi dans l'armée, fils de métayer de Géorgie avec une éducation de 3e année. En mai 1945, la campagne des Philippines avait déjà coûté aux États-Unis plus de 60 000 victimes. Les forces japonaises sur Luzon refusaient de se rendre. Elles lançaient des attaques nocturnes, des raids à l'aube, des charges suicides contre les périmètres américains. La compagnie A du 123e régiment d'infanterie, 33e division d'infanterie, avait établi un avant-poste près de la baie de Dingolan, dans la province de Tayabas. La position gardait une route d'approvisionnement cruciale. 3 Américains tenaient une mitrailleuse légère sur le périmètre. McKinney venait de terminer un long quart à cette arme. Il marcha quelques pas jusqu'à sa tente, s'allongea avec son fusil M1 à ses côtés. La jungle était silencieuse. Les Japonais savaient que cet avant-poste existait. Ils l'observaient depuis des jours, comptant les Américains, chronométrant les rotations de garde, planifiant leur assaut. La force d'attaque se déplaçait dans l'obscurité. Plus de 100 soldats des restes d'unités japonaises combattant encore sur Luzon. Ils portaient des fusils, des grenades, des mortiers de genoux et des sabres. Leur objectif était simple: submerger la position américaine, tuer tout le monde, capturer les provisions. L'avant-garde passa devant le poste de garde extérieur sans être détecté. Le sergent Fukutaro Mori dirigeait l'élément d'avant-garde. Ses ordres étaient d'éliminer les premiers Américains silencieusement. Pas de coups de feu, sabres et baïonnettes seulement. Au moment où la force principale attaquerait, le périmètre serait déjà compromis. Mori atteignit la tente de McKinney. Il pouvait entendre l'Américain respirer à l'intérieur. Un coup rapide mettrait fin à la vie de cet homme avant qu'il ne puisse donner l'alarme. McKinney avait grandi en chassant dans les bois de Géorgie. Son père était métayer dans le comté de Scraven. La famille n'avait rien. John apprit à tirer avant d'apprendre à lire. À l'âge de 12 ans, il pouvait toucher un écureuil à 50 mètres avec un fusil 22. Il piégeait des lapins, tirait des cerfs. La pêche et la chasse mettaient de la nourriture sur la table familiale quand les récoltes échouaient. Il s'engagea à Fort McPherson en novembre 1942. L'armée découvrit qu'il savait à peine lire ou écrire. Ils découvrirent aussi qu'il était l'un des meilleurs tireurs qu'ils aient jamais vus. Ses scores de qualification étaient exceptionnels. Les sergents instructeurs remarquèrent qu'il se déplaçait dans les bois différemment des autres soldats, plus silencieux, plus conscient. Il avait passé toute sa vie dans des environnements où une seule erreur signifiait avoir faim. La 33e division d'infanterie embarqua pour le Pacifique en 1943. McKinney combattit à travers la Nouvelle-Guinée, survécut à la jungle, survécut aux Japonais, survécut au paludisme et à la dysenterie, et à tout ce que le théâtre du Pacifique lançait aux soldats américains. En mai 1945, c'était un vétéran, silencieux, gardé pour lui, faisait son devoir, ne se plaignait jamais. Ses camarades soldats savaient 2 choses sur John McKinney. C'était le meilleur tireur de la compagnie, et il dormait avec son fusil. Ce fusil était sur le point de lui sauver la vie. Si vous voulez voir comment McKinney a survécu à ce qui s'est passé ensuite, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager ces histoires oubliées avec plus de personnes. Et veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Retour à McKinney. Le sergent Mori ouvrit le rabat de la tente à 4h51. Le sabre descendit en une entaille diagonale visant le cou de McKinney. Dans l'obscurité, Mori jugea mal la distance. La lame attrapa McKinney sur le côté de la tête à la place. Elle sectionna une partie de son oreille droite. Le sang éclaboussa la toile de la tente. Les yeux de McKinney s'ouvrirent sur une douleur brûlante et la silhouette d'un homme debout au-dessus de lui avec un sabre levé. Il avait moins d'1 seconde pour réagir. Mori abaissait déjà la lame pour un 2e coup. Celui-ci ne manquerait pas. La main de McKinney trouva son fusil dans l'obscurité. Il ne visa pas. Il ne pensa pas. 24 ans d'instinct de survie prirent le dessus. Il balança le M1 comme une massue. La crosse du fusil attrapa Mori sous le menton avec assez de force pour briser l'os. Le sergent japonais chancela. McKinney balança à nouveau. Le 2e coup écrasa le crâne de Mori. À l'extérieur de la tente, McKinney pouvait les entendre. Des pas. Des dizaines de pas se déplaçant rapidement à travers le camp. L'assaut principal avait commencé. Il saignait abondamment de son oreille. Sa tête bourdonnait du coup de sabre. Et quelque part dans l'obscurité, près de 100 soldats japonais venaient tuer tous ceux qu'il connaissait. McKinney saisit son fusil et sortit de la tente. Ce qu'il vit lui glaça le sang.
La position de la mitrailleuse était à 30 mètres de sa tente. 3 Américains la tenaient quand il était allé se reposer. Maintenant, il pouvait voir des éclairs de bouche dans l'obscurité, des cris, le craquement distinctif des fusils Arisaka se mêlant au rapport plus lourd des Garand M1. Les soldats japonais se déversaient à travers le périmètre depuis le nord-est. Ils se déplaçaient par vagues. La première vague avait déjà atteint l'emplacement de la mitrailleuse. McKinney pouvait voir des silhouettes luttant dans l'obscurité autour du trou de mitrailleuse. Son esprit traita la situation tactique en quelques secondes. La mitrailleuse était la clé de toute la position. Elle couvrait l'approche principale du camp américain. Si les Japonais la capturaient et la retournaient, ils pourraient balayer tout le périmètre de feu. Chaque Américain de la compagnie A mourrait. McKinney courut vers l'arme. Les 2 soldats qu'il avait remplacés à la mitrailleuse se battaient pour leur vie. Le soldat James Hendricks avait reçu une blessure à la baïonnette à l'épaule dans les premières secondes de l'attaque. Le 3e homme, voyant Hendricks tomber, prit une décision. Il saisit son camarade blessé et le traîna vers l'arrière du périmètre. C'était la bonne décision. Hendricks se serait vidé de son sang s'il avait été laissé derrière. Mais cela signifiait que la mitrailleuse était maintenant sans défense. 10 fantassins japonais atteignirent l'emplacement avant que McKinney ne puisse y arriver. Ils se ruèrent par-dessus le mur de sacs de sable. L'un d'eux commença immédiatement à essayer de retourner l'arme. Les autres assuraient la sécurité, fusils pointés vers l'extérieur, guettant toute contre-attaque américaine. McKinney ne ralentit pas. Il ne se mit pas à couvert. Il n'attendit pas de renfort. Il sprinta directement vers 10 soldats ennemis qui venaient de capturer l'arme la plus importante de tout l'avant-poste. Les Japonais le virent venir. Un seul Américain saignant d'une blessure à la tête, chargeant droit sur eux dans l'obscurité précédant l'aube. 2 d'entre eux levèrent leurs fusils. McKinney fut plus rapide. Il tira sur le premier homme à 15 mètres. Le rapport du M1 résonna à travers le camp. Il tira sur le 2e homme à 10 mètres. Au moment où il atteignit le mur de sacs de sable, il avait tiré 4 coups. 4 soldats japonais étaient à terre. Il sauta dans l'emplacement. L'espace à l'intérieur mesurait environ 2,40 m sur 1,80 m. 6 soldats ennemis étaient encore vivants dans cet espace confiné. Certains essayaient de faire pivoter leurs fusils, d'autres cherchaient leurs baïonnettes. L'un manipulait encore le mécanisme de pointage de la mitrailleuse. McKinney atterrit parmi eux et continua à tirer, à bout portant. Le M1 Garand contenait 8 cartouches dans son chargeur interne. Il en avait déjà tiré 4. Il mit les 3 suivantes dans 3 autres soldats japonais à des distances mesurées en centimètres plutôt qu'en mètres. Une cartouche restante. Le 8e homme était directement devant lui. Baïonnette levée pour une poussée vers la poitrine de McKinney. McKinney tira sa dernière cartouche. Le soldat tomba. Le verrou du M1 Garand se bloqua en arrière sur un chargeur vide avec son tintement métallique distinctif. 3 soldats japonais étaient encore vivants dans le trou de mitrailleuse. Ils avaient entendu ce son. Ils savaient ce que cela signifiait. McKinney inversa sa prise sur le fusil avant que le clip vide n'ait fini de s'éjecter. Il balança l'arme comme une hache. La crosse en noyer se connecta avec la tempe du premier soldat. L'homme s'effondra. McKinney balança à nouveau. Le 2e soldat essaya de bloquer avec son avant-bras. La crosse du fusil brisa l'os et continua dans son crâne. Le 3e soldat se jeta avec une baïonnette. McKinney fit un pas de côté et abattit le fusil sur l'arrière du cou de l'homme. Les vertèbres craquèrent de manière audible. 10 soldats japonais avaient capturé la mitrailleuse. 30 secondes plus tard, tous les 10 étaient morts. McKinney saisit la mitrailleuse. Ses mains trouvèrent le boîtier. Quelque chose n'allait pas. Pendant la lutte, l'arme avait été endommagée. Le verrou était coincé. Le plateau d'alimentation était tordu. Il actionna la poignée d'armement 2 fois. Rien. L'arme ne tirait pas. L'arme la plus importante du périmètre était maintenant inutile. McKinney leva les yeux de la mitrailleuse cassée. L'aube commençait à éclaircir l'horizon est, et dans cette lumière grise, il pouvait les voir. Plus de soldats japonais. Beaucoup plus. Ils se regroupaient à la lisière de la jungle, se préparant pour la prochaine vague. Il avait un fusil M1 avec un chargeur vide. Il venait de tuer 10 hommes au corps à corps. Son oreille saignait encore, et l'assaut principal n'avait même pas encore commencé. McKinney se pencha et tira une cartouchière de munitions d'un des soldats japonais morts. Des cartouches américaines de calibre 30. L'homme les avait probablement prises lors d'un engagement précédent. McKinney chargea un clip frais dans son fusil. Quelque part dans l'obscurité, un officier japonais criait des ordres. McKinney ne pouvait pas comprendre les mots, mais il comprenait le ton. Il revenait. Il s'installa dans le trou de mitrailleuse parmi les corps des hommes qu'il venait de tuer, posa son fusil sur le mur de sacs de sable et attendit. La 2e vague émergea de la jungle à 60 mètres.
McKinney compta au moins 20 soldats dans la première ligne, plus derrière eux. Ils arrivaient au pas de course, fusils avec baïonnettes fixées étendues, criant en chargeant. McKinney mit son guidon sur le soldat de tête et pressa la détente. Le M1 Garand était conçu pour un tir semi-automatique rapide. Un soldat entraîné pouvait placer 8 coups visés à distance en moins de 10 secondes. McKinney n'était pas un soldat entraîné. C'était un chasseur de Géorgie qui tirait depuis l'enfance. Il était plus rapide. Le premier soldat japonais tomba à 60 mètres. McKinney déplaça sa visée. Le deuxième homme tomba, puis le troisième. Le M1 reculait contre son épaule à chaque coup. Des douilles s'éjectaient à sa droite. Il ne pensait pas à ce qu'il faisait. Son corps se souvenait de milliers d'heures dans les bois de Géorgie. Anticiper la cible, presser la détente, acquérir la cible suivante, répéter. Le clip s'éjecta avec un tintement. McKinney en enfonça un nouveau de la cartouchière. La vague chargeante avait couvert 20 mètres pendant son rechargement. 40 mètres maintenant. Il recommença à tirer. Les soldats japonais de la deuxième vague s'attendaient à trouver une position de mitrailleuse capturée. Ils s'attendaient à ce que leurs camarades retournent cette arme sur les Américains endormis. Au lieu de cela, ils trouvèrent un homme avec un fusil les abattant avec une précision mécanique. 8 coups, rechargés. 8 coups, rechargés. Certains des attaquants arrivèrent à 15 mètres du trou de mitrailleuse avant que McKinney ne les abatte. D'autres essayèrent de virer à gauche ou à droite, cherchant un abri. Il les suivit et tira. Un soldat qui bougeait était plus facile à toucher qu'un soldat qui restait immobile. McKinney avait appris cela en chassant le cerf. La deuxième vague se brisa. Les survivants se dispersèrent vers la jungle. McKinney compta les corps devant sa position. 11 de plus, 21 au total depuis le début de l'attaque. Il n'eut pas le temps de ressentir du soulagement. Les officiers japonais se réorganisaient déjà. Il pouvait les entendre crier au-delà de la lisière des arbres. Et maintenant, il entendit autre chose. Un bruit sourd, creux, venant de quelque part dans la jungle. Puis un autre. Mortier de genoux. Le premier obus explosa à 10 mètres sur sa gauche. Terre et éclats d'obus se répandirent à travers le trou de mitrailleuse. McKinney s'aplatit contre les sacs de sable. Le deuxième obus toucha plus près. Le troisième atterrit directement sur le parapet, le couvrant de débris. Les Japonais avaient appris des 2 premières vagues. Ils n'allaient pas charger aveuglément dans son tir de fusil à nouveau. Ils ramolliraient d'abord la position avec des mortiers, le tueraient ou le forceraient à garder la tête baissée, puis enverraient l'infanterie. McKinney comprit immédiatement le problème tactique. S'il restait dans le trou de mitrailleuse, les mortiers finiraient par le trouver. Les artilleurs japonais ajustaient leur visée à chaque tir, se rapprochant. Mais s'ils bougeaient, ils perdraient la seule position fortifiée dans cette section du périmètre. Une grenade atterrit à 1 mètre de lui. McKinney la saisit et la relança par-dessus les sacs de sable. Elle explosa en plein air. L'onde de choc le projeta sur le côté. Ses oreilles bourdonnaient maintenant. Le sang de son oreille sectionnée avait traversé le pansement de fortune qu'il avait pressé contre la blessure. Un autre obus de mortier toucha directement les sacs de sable. Le mur s'effondra partiellement. McKinney était maintenant à moitié exposé à la jungle. Il prit sa décision. Rester signifiait la mort. Il saisit 2 cartouchières de munitions des soldats morts autour de lui, les passa sur son épaule et courut. Les Japonais le virent bouger. Des tirs de fusil craquèrent depuis la lisière des arbres. Des balles sifflèrent près de sa tête. McKinney sprinta 15 mètres jusqu'à une dépression peu profonde dans le sol. Pas un vrai trou de combat, juste un léger creux dans le terrain. Il s'y jeta et roula sur le dos. Des balles soulevèrent de la terre à quelques centimètres de son visage. Il rampa jusqu'au bord de la dépression, trouva une position de tir. L'infanterie japonaise bougeait à nouveau. Il pensait qu'il fuyait. Il pensait qu'il battait en retraite. 2 sections émergèrent de la jungle d'un pas rapide, fusil prêt, se dirigeant vers le trou de mitrailleuse abandonné. McKinney les laissa arriver à 30 mètres, puis il ouvrit le feu. Les attaquants s'étaient regroupés en traversant le terrain découvert. Une erreur. Le premier tir de McKinney abattit l'homme de pointe. Son deuxième toucha le soldat directement derrière. Le groupe se dispersa, mais il n'y avait pas de couverture entre la jungle et la nouvelle position de McKinney. Il les abattit pendant qu'ils couraient. 8 coups. Rechargés. Les survivants atteignirent le trou de mitrailleuse et ne trouvèrent que des corps. Leurs camarades de la première vague. Ils s'attendaient à trouver l'Américain là. Au lieu de cela, ils le trouvèrent leur tirant dessus depuis un angle complètement différent. 3 autres tombèrent avant qu'ils ne puissent localiser son éclair de bouche. McKinney changea de position à nouveau. Il se déplaça de 10 mètres sur sa droite pendant que les Japonais essayaient de se réorganiser. Trouva une autre dépression, commença à tirer depuis le nouvel emplacement.
Il faisait ce qu'il avait fait dans les bois de Géorgie. Ne jamais rester au même endroit. Ne jamais laisser votre cible prédire d'où viendra le prochain tir. Un cerf qui entend un coup de feu se figera. Un cerf qui entend 2 coups de différents endroits courra en cercle. Les Japonais couraient en cercle. La lumière de l'aube se répandait dans le ciel. McKinney se battait depuis 18 minutes. Ses munitions s'épuisaient. Son oreille saignait encore. Et il pouvait voir du mouvement dans la jungle qui suggérait que l'ennemi se massait pour une autre poussée majeure. Il avait besoin de plus de munitions, et il savait exactement où les trouver. Les soldats japonais morts autour du trou de mitrailleuse portaient des munitions. Pas seulement les cartouches de calibre 30 qu'il avait déjà récupérées, certains d'entre eux avaient des fusils Arisaka avec des pochettes pleines. D'autres avaient des grenades accrochées à leur ceinture. McKinney devait y retourner. Il attendit une accalmie dans le tir de mortier, compta jusqu'à 3, puis sprinta à travers le terrain découvert vers le trou de mitrailleuse. Des tirs de fusil éclatèrent depuis la lisière des arbres. McKinney courut en zigzag. Une balle tira sur sa manche. Une autre craqua près de son oreille. Il plongea les 5 derniers mètres et atterrit parmi les corps qu'il avait créés 20 minutes plus tôt. L'odeur le frappa immédiatement. Sang et cordite et quelque chose d'autre. Le goût cuivré de la mort. McKinney l'ignora. Il avait abattu des porcs à la ferme, avait vidé des cerfs dans la chaleur de Géorgie. L'odeur de la mort était familière. Il se déplaça rapidement parmi les corps, saisit chaque cartouchière qu'il put trouver, chaque clip libre. Il trouva 4 pochettes de munitions américaines sur des hommes qui les avaient probablement prises comme trophées. 64 cartouches de plus. Il fourra les clips dans ses poches et sa ceinture. Un soldat japonais apparut par-dessus le mur de sacs de sable. Il avait dû ramper vers l'avant pendant que McKinney rassemblait les munitions. Le fusil de l'homme se levait déjà. McKinney lui tira dans la poitrine à 60 cm. Il saisit les grenades de l'homme mort, 3 d'entre elles. Grenades à fragmentation japonaise type 97. Il n'en avait jamais utilisé auparavant, mais il les avait vues. Savait comment elles fonctionnaient. Retirer la goupille, frapper le capuchon contre quelque chose de dur, compter jusqu'à 4, lancer. Mouvement dans sa vision périphérique. Plus de soldats approchant par la gauche. McKinney arma une grenade, compta et la lança par-dessus les sacs de sable. L'explosion fut suivie de cris. Il arma la 2e grenade, la lança vers la lisière des arbres où les éclairs de bouche étaient concentrés. Plus de cris. Il était sorti du trou de mitrailleuse avant que la 3e grenade ne quitte sa main. Courant à nouveau, une nouvelle position, continuait à bouger. Le ciel était assez clair maintenant pour voir clairement. McKinney trouva un cratère d'obus à 15 mètres de sa dépression précédente, s'y laissa tomber. Le cratère faisait 1 mètre de profondeur, assez de couverture pour le protéger du tir direct. Il pouvait voir toute l'approche de la jungle au périmètre. Des corps jonchaient le sol entre sa position et les arbres. Il compta rapidement. 28, peut-être 30. Certains bougeaient encore. Des hommes blessés essayant de ramper vers leur ligne. McKinney les laissa partir. Un homme blessé nécessitait 2 soldats en bonne santé pour le porter. Chaque victime qu'il créait multipliait les problèmes de l'ennemi. Le tir de mortier s'était arrêté. McKinney comprit pourquoi. Les Japonais avaient perdu le contact visuel avec lui. Leurs équipes de mortiers ne pouvaient pas ajuster le tir sur une cible qu'elles ne pouvaient pas voir. Il avait 15, peut-être 20 minutes avant qu'il ne repositionne des observateurs. Il utilisa le temps pour recharger chaque clip vide qu'il portait. Ses doigts travaillaient automatiquement. Presser les cartouches dans le clip. Sentir la tension du ressort. 8 cartouches par clip. Il avait récupéré assez de munitions pour environ 10 rechargements. 80 cartouches. 80 cartouches contre combien de soldats japonais étaient encore dans cette jungle? L'attaque avait duré 23 minutes. McKinney avait tué ou blessé au moins 30 soldats ennemis, mais il savait que les mathématiques n'étaient pas en sa faveur. Les Japonais avaient commencé avec environ 100 hommes. Même si la moitié d'entre eux étaient à terre, cela en laissait 50, et il était toujours seul. Où était le reste de la compagnie A? La réponse était compliquée. L'attaque japonaise avait frappé plusieurs points le long du périmètre simultanément. La position de McKinney était sur le flanc nord-est. D'autres soldats menaient leur propre bataille sur les côtés sud et ouest du camp. Le commandant de la compagnie essayait d'organiser une défense cohérente. Mais dans l'obscurité et le chaos d'une attaque nocturne, la coordination était presque impossible. McKinney ne savait rien de tout cela. Il savait seulement que personne n'était venu l'aider. Pas de renfort, pas de tir de soutien, juste lui, son fusil, et les corps s'accumulant devant sa position. Les Japonais se regroupèrent à la lisière de la jungle.
McKinney pouvait les voir à travers les arbres, des soldats vérifiant leurs armes, des sous-officiers se déplaçant parmi les rangs et des officiers étudiant le périmètre américain à travers des jumelles. Ils s'attendaient à submerger cet avant-poste en 5 minutes. Ils avaient perdu près d'un tiers de leur force face à un seul homme en 23 minutes, et ils n'avaient toujours pas percé. L'officier baissa ses jumelles. McKinney le vit faire un geste vers une section spécifique du périmètre. Pas le trou de mitrailleuse, pas les cratères où McKinney s'était battu. L'officier pointait vers les tentes de ravitaillement. Une approche différente, un nouvel axe d'attaque conçu pour contourner le terrain meurtrier que McKinney avait créé. McKinney lut l'intention de l'ennemi instantanément. Ils allaient contourner son flanc, frapper le camp depuis une direction qu'ils ne pouvaient pas couvrir, et il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour les arrêter depuis sa position actuelle. Il avait un choix. Rester dans son cratère où il avait une couverture et des champs de tir dégagés, ou se déplacer pour intercepter une attaque qu'il pourrait ne pas atteindre à temps. McKinney sortit du cratère et commença à courir vers les tentes de ravitaillement. Les tentes de ravitaillement étaient à 40 mètres de son cratère. McKinney couvrit la distance en 8 secondes. Il se jeta derrière une pile de caisses de munitions juste au moment où les premiers soldats japonais émergèrent de la jungle par l'approche sud. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient là. L'élément de tête se composait de 12 soldats se déplaçant en colonne tactique. Ils se dirigeaient vers l'espace entre deux tentes. Une fois cet espace franchi, ils seraient à l'intérieur du périmètre américain, avec des tirs dégagés sur les soldats combattant sur d'autres sections de la ligne. McKinney ouvrit le feu depuis derrière les caisses. Les 3 premiers hommes de la colonne tombèrent avant que les autres ne puissent réagir. Le 4e et le 5e tentèrent de riposter, mais ne purent le localiser dans les ombres entre les tentes. McKinney les abattit tous les 2. Les 7 restants se dispersèrent. Certains coururent vers la jungle. D'autres plongèrent à couvert derrière des troncs tombés et des dépressions peu profondes. McKinney suivit ceux qui s'étaient mis au sol. Ils étaient cloués sur place, incapables d'avancer, incapables de battre en retraite sans s'exposer. Il déplaça sa visée vers la lisière des arbres. D'autres soldats émergeaient. Le commandant japonais avait engagé sa force de réserve dans cette attaque de flanc. 20 hommes de plus, peut-être 25. Ils virent leurs camarades cloués au sol et hésitèrent au bord de la jungle. Cette hésitation leur coûta cher. McKinney tira dans le groupe de soldats. 8 coups. Rechargement. 8 coups. Des corps tombèrent parmi les arbres. Les survivants se replièrent dans un couvert plus profond. 26 minutes après le début de l'attaque, McKinney avait maintenant tué ou blessé au moins 35 soldats ennemis. Les Japonais avaient tenté 3 approches différentes. Assaut frontal sur la mitrailleuse, bombardement au mortier suivi d'infanterie, manœuvre de flanc vers la zone d'approvisionnement. Les 3 avaient échoué. Le commandant japonais faisait face à un problème qu'il n'avait jamais rencontré. Ses renseignements avaient indiqué que ce poste avancé était défendu par une petite force américaine avec des armes lourdes limitées. La doctrine standard préconisait des attaques de nuit écrasantes contre de telles positions. La vitesse et le nombre compenseraient tout avantage défensif. Mais un homme avait tout perturbé. Le commandant ne savait pas qu'il s'agissait d'un seul homme. Ses soldats rapportèrent des tirs nourris depuis plusieurs positions. Ils avaient vu des éclairs de bouches de canon depuis la fosse à mitrailleuse, puis depuis une dépression à 30 mètres, puis depuis derrière les caisses d'approvisionnement. Il semblait que les Américains avaient établi des champs de tir entrecroisés, avec plusieurs fusiliers se soutenant mutuellement. Cette évaluation était erronée, mais elle façonna les tactiques japonaises pour la phase suivante de la bataille. Les équipes de mortiers se repositionnèrent au sud-ouest. Elles commencèrent à larguer des obus sur la zone d'approvisionnement. McKinney entendit les premiers impacts et se déplaça immédiatement. Il avait appris que les positions statiques attiraient les tirs de mortier. Le mouvement signifiait la survie. Il courut vers le nord, le long de l'intérieur du périmètre, trouva un trou de combat qui avait été abandonné quand son occupant était parti renforcer la défense sud. Il s'y laissa tomber. Le trou était plus profond que ses positions précédentes, 1,20 m de profondeur, avec une marge de tir qui lui permettait de voir par-dessus le rebord. L'infanterie japonaise attaqua à nouveau, cette fois depuis 2 directions simultanément. Un groupe depuis le sud, un autre depuis l'approche nord-est d'origine. Ils essayaient de diviser son tir, le forcer à choisir quelle attaque engager. McKinney engagea les 2. Il tira 4 coups sur le groupe sud, abattit 2 hommes, fit pivoter son fusil vers le nord-est, tira 4 coups sur ce groupe, en abattit 2 de plus. Le M1 sonna vide. Il rechargea en moins de 3 secondes, tira à nouveau sur le groupe sud. L'attaque cala. Aucun groupe ne put avancer face aux tirs de fusils dévastateurs, mais aucun groupe ne battit en retraite non plus. Ils se mirent au sol et commencèrent à riposter.
Des balles sifflèrent au-dessus de la tête de McKinney. Des projectiles s'enfoncèrent dans la terre autour du trou de combat. Il essuyait maintenant des tirs depuis 2 directions. Ses munitions s'épuisaient. Et les Japonais apprenaient. Ils avaient compris que le tir provenait d'un seul emplacement. Un fusilier, pas une escouade, pas des positions entrecroisées, juste un homme qui se déplaçait vite et tirait avec précision. Cette connaissance changea tout. Les soldats japonais cessèrent d'attaquer par vagues. Ils commencèrent à avancer individuellement. Un homme se déplaçait pendant que d'autres fournissaient un tir de couverture. Puis un autre homme se déplaçait, bondissant vers l'avant, réduisant la distance, mètre par mètre. C'était une tactique conçue pour submerger un défenseur isolé. Même les meilleurs tireurs ne pouvaient suivre plusieurs cibles se déplaçant à des moments différents depuis des directions différentes. Finalement, quelqu'un s'approcherait suffisamment. McKinney reconnut ce qu'il faisait. Il avait chassé des animaux qui utilisaient des tactiques similaires. Une meute de coyotes se dispersait et approchait la proie depuis plusieurs angles. La proie ne pouvait surveiller qu'une menace à la fois. Les autres se rapprochaient. Il était la proie maintenant. 31 minutes. Les Japonais s'étaient rapprochés à moins de 20 mètres sur l'approche sud, 15 mètres au nord-est. McKinney avait moins de 30 cartouches restantes. Le trou de combat qu'il avait protégé était sur le point de devenir sa tombe. McKinney n'attendit pas qu'il l'atteigne. Il jaillit du trou de combat et chargea directement le groupe de soldats japonais le plus proche. 5 hommes étaient accroupis derrière un palmier tombé à 15 mètres au nord-est. Ils attendaient que leurs camarades se rapprochent de l'autre côté. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur cible attaque. McKinney abattit le premier homme tout en courant, abattit le second en atteignant le tronc. Le troisième soldat se leva pour l'affronter avec une poussée de baïonnette. McKinney esquiva et frappa le visage de l'homme avec la crosse de son fusil. L'os craqua. Le soldat tomba. Le quatrième homme balança son fusil comme une massue. McKinney se baissa sous le cou et enfonça la plaque de crosse en acier de son M1 dans la gorge du soldat. Le cinquième homme tenta de fuir. McKinney lui tira dans le dos à 3 mètres. Il continua d'avancer, ne pouvait s'arrêter. S'arrêter signifiait la mort. Le groupe sud l'avait vu quitter le trou de combat. Il sprintait vers sa position. McKinney se retourna et tira. 2 hommes tombèrent. Les autres continuèrent d'avancer. Il tira à nouveau. Un autre homme tomba. Le M1 sonna vide. 3 soldats japonais l'atteignirent avant qu'il ne puisse recharger. Le premier le plaqua à la taille. McKinney tomba durement. Son fusil s'envola de ses mains. Le deuxième soldat lui écrasa l'oreille blessée. La douleur explosa dans son crâne. Le troisième leva la baïonnette pour un coup mortel. McKinney saisit la cheville de l'homme debout sur sa tête et tordit. Le soldat perdit l'équilibre et tomba. McKinney roula, repoussant l'homme qui l'avait plaqué. La poussée de baïonnette manqua sa poitrine de quelques centimètres et s'enfonça dans la terre. Il se releva à genoux, trouva son fusil, le balança dans un large arc qui frappa un soldat à la tempe. L'homme s'effondra. McKinney inversa le mouvement et enfonça la plaque de crosse dans les côtes d'un autre soldat. Il sentit les os se briser sous l'impact. Le troisième soldat avait retiré sa baïonnette du sol. Il se jeta en avant. McKinney bloqua la poussée avec le canon de son fusil. La lame glissa le long du bois et de l'acier, creusant un sillon dans la crosse. McKinney entra dans la portée de l'homme et lui donna un coup de tête. Le soldat chancela. McKinney le frappa 2 fois de plus avec la crosse du fusil. Il cessa de bouger. 33 minutes depuis le début de l'attaque. McKinney respirait fort. Ses mains étaient glissantes de sang. Une partie était le sien. Son oreille était une masse de chair déchirée et de sang séché. Son uniforme était déchiré en une 12aine d'endroits. Il avait des bleus et des coupures dont il ne se souvenait pas avoir reçues. Mais il était toujours vivant. Il regarda autour du champ de bataille. Des corps partout. Des soldats japonais qui étaient venus tuer des Américains et avaient trouvé quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Plus de corps qu'il ne pouvait en compter dans la lumière grise du matin. Mouvement sur sa droite. 2 autres soldats émergeant de la jungle. McKinney leva son fusil et réalisa qu'il était vide. Il n'avait pas rechargé après le combat au combat à corps. Les 2 soldats le virent debout parmi les corps de leurs camarades. Ils hésitèrent. McKinney les chargea. Il couvrit 10 mètres avant qu'ils ne puissent réagir. Le premier soldat tenta de lever son fusil. Trop lent. La crosse du fusil de McKinney le frappa sous le menton. Le deuxième soldat se retourna pour fuir. McKinney le rattrapa en 3 foulées et le frappa par derrière. 34 minutes. La position de mortier. McKinney se souvint avoir vu des éclairs de bouche de canon depuis le sud-ouest. Les mortiers de genoux avaient pilonné ses positions tout au long de la bataille. Éliminer ces équipes supprimerait la menace de tir indirect. Il trouva un fusil chargé parmi les morts,
un M1 avec un chargeur plein. Le ramassa, laissa tomber son arme endommagée, commença à se déplacer vers la position de mortier. Les équipes de mortier le virent arriver. 2 hommes. Ils avaient ajusté leurs armes pour une autre mission de tir. Maintenant, ils se précipitaient pour se défendre. L'un tendit la main vers un fusil. L'autre tenta d'armer une grenade. McKinney les abattit tous les deux depuis 45 mètres. 35 minutes. Il se tenait dans la lumière du matin, scrutant la jungle pour d'autres cibles. Sa poitrine se soulevait. Sa vision se brouillait d'épuisement et de perte de sang. Chaque muscle de son corps criait pour du repos. La jungle était silencieuse. Plus de soldats émergeant des arbres. Plus d'obus de mortier. Plus de tirs de fusil depuis des positions dissimulées. Juste les gémissements des blessés et le bourdonnement des mouches se rassemblant déjà sur les morts. McKinney marcha vers le périmètre américain. Il était à mi-chemin quand il vit des silhouettes se déplacer vers lui. Des uniformes américains, des soldats de la compagnie A qui avaient finalement combattu jusqu'à sa section de la ligne. Ils s'arrêtèrent quand ils le virent, couvert de sang, portant un fusil qui n'était pas le sien, entouré de corps. McKinney baissa son arme. Les renforts fixèrent le carnage autour de lui, l'emplacement de mitrailleuses détruit, les cadavres éparpillés s'étendant de la jungle au périmètre. 36 minutes après que le sergent Fukutaro eut lacéré sa tente, le soldat John McKinney était toujours debout, respirait toujours, contrôlait toujours complètement la zone. La bataille était terminée, mais personne ne comprenait encore ce qui s'était réellement passé. Les soldats qui atteignirent McKinney ce matin-là venaient du 2e peloton. Ils avaient combattu sur le bord ouest du périmètre quand l'attaque japonaise avait frappé. Il leur fallut 36 minutes pour se frayer un chemin jusqu'à la position de McKinney. Ce qu'ils trouvèrent défiait la compréhension. Des corps gisaient éparpillés sur une zone d'environ 100 mètres de long et 60 mètres de large. Des soldats japonais affalés sur des sacs de sable, recroquevillés dans des cratères de but, étalés parmi les caisses d'approvisionnement, empilés les uns sur les autres près de l'emplacement de mitrailleuses endommagées. Le sergent du peloton ordonna un décompte. Ces hommes se déplacèrent sur le champ de bataille, vérifiant les corps, marquant les positions. Le décompte prit 20 minutes. Quand ils eurent terminé, le sergent ne crut pas le nombre. Il leur ordonna de compter à nouveau. 38 soldats japonais morts gisaient dans les environs immédiats de la position de mitrailleuse. 2 autres corps furent trouvés près de l'emplacement de mortier à 45 mètres. 40 morts confirmés dans un espace qu'un homme avait défendu pendant 36 minutes. Le sergent trouva McKinney assis sur une caisse de munitions. Le soldat pressait un bandage imbibé de sang contre ce qui restait de son oreille droite. Son uniforme était déchiré et taché. La crosse de son fusil était fissurée par des impacts répétés contre des crânes humains. Il ressemblait à un homme qui avait traversé l'enfer. Le sergent demanda ce qui s'était passé. McKinney donna un bref compte-rendu. La tente, l'épée, la mitrailleuse, les vagues d'assaillants. Il parla en phrases courtes. Pas d'embellissement, pas de drame, juste des faits. Le sergent ne le crut pas. Aucun soldat seul ne pouvait tuer 40 hommes en 36 minutes. C'était impossible. Il devait y avoir eu d'autres défenseurs, d'autres fusiliers soutenant la position de McKinney. Le soldat était confus par la perte de sang et le stress du combat, mais les autres soldats de la compagnie A avaient été recensés. Les 2 hommes qui servaient initialement la mitrailleuse avec McKinney avaient été évacués vers l'arrière avec des blessures. Tous les autres avaient combattu sur différentes sections du périmètre. Les preuves balistiques soutenaient le récit de McKinney. Des douilles de M1 usagées jonchaient le sol exactement aux positions qu'il avait décrites. La trajectoire des blessures sur les corps japonais correspondait aux angles de tir depuis ces positions. Un homme, 40 morts, 36 minutes. L'officier commandant de la compagnie A transmit un rapport au quartier général du bataillon. Le bataillon le transmit au régiment. Le régiment le transmit à la division. À chaque niveau, les officiers lurent le compte-rendu et supposèrent qu'il était exagéré. Les rapports de combat gonflaient souvent les pertes ennemies. Les soldats sous stress faisaient des erreurs. Les chiffres devaient être faux. La 33e division d'infanterie envoya une équipe de renseignement pour vérifier le rapport. Ils interrogèrent McKinney, interrogèrent des témoins, examinèrent le champ de bataille, comptèrent à nouveau les corps. Certains comptes rendus suggéraient que le nombre réel de morts japonais dépassait 100, mais seuls 40 pouvaient être directement attribués aux actions de McKinney avec certitude. Les enquêteurs parvinrent à une conclusion inévitable. Le rapport était exact. Le soldat John McKinney avait repoussé à lui seul une attaque d'environ 100 soldats japonais. Il en avait tué 40. Il avait sauvé sa compagnie d'une annihilation potentielle. La recommandation pour la médaille d'honneur fut transmise en juin 1945.
La médaille d'honneur est la plus haute décoration militaire décernée par le gouvernement des États-Unis. Moins de 3500 ont été décernés depuis la guerre de sécession. Les critères sont spécifiques. Le récipiendaire doit s'être distingué de manière remarquable par sa bravoure et son intrépidité au péril de sa vie, au-delà de l'appel du devoir. Les actions de McKinney dépassaient ces critères selon toute mesure raisonnable. La recommandation suivit des voies hiérarchiques. Les examinateurs du département de la guerre examinèrent les preuves. Ils trouvèrent la même chose que les enquêteurs de la division avaient trouvé. L'histoire était vraie. Chaque détail était soutenu par des témoignages et des preuves matérielles. Le 23 janvier 1946, le soldat John McKinney se tenait à la Maison-Blanche. Le président Harry Truman plaça une médaille d'honneur autour de son cou. La citation décrivait ses actions dans un langage militaire formel. Bravoure extrême, intrépidité inégalée, ayant à lui seul contrecarré un assaut qui menaçait d'anéantir sa compagnie. McKinney ne fit pas de discours. Il ne rechercha pas la publicité. Quand les journalistes l'interrogèrent sur la bataille, il donna les mêmes réponses brèves qu'il avait données au sergent ce matin-là à Luçon. La tente, l'épée, la mitrailleuse, les vagues d'assaillants. La presse l'appela l'Audie Murphy du Pacifique. Murphy avait reçu sa médaille d'honneur pour avoir tenu seul les forces allemandes en France. McKinney avait fait quelque chose de similaire contre les forces japonaises aux Philippines. Les deux hommes avaient fait face à des chances écrasantes. Les deux avaient refusé de battre en retraite. Les deux avaient émergé victorieux grâce à une combinaison de compétences, de courage et de quelque chose qui défiait toute explication facile. Mais tandis que Murphy devint une star de cinéma après la guerre, McKinney rentra chez lui en Géorgie. Il avait 25 ans. Il avait une médaille d'honneur, une éducation de 3e année et une oreille partiellement sectionnée qui ne guérirait jamais complètement. La guerre était terminée. Le massacre était fini. John McKinney devait comprendre comment redevenir une personne normale. John McKinney retourna dans le comté de Screven, en Géorgie, en 1946. Il retourna à la seule vie qu'il connaissait, l'agriculture, la chasse, la pêche, dans les mêmes ruisseaux où il avait appris à tirer enfant. Il parlait rarement de la guerre. Les voisins savaient qu'il avait reçu la médaille d'honneur. Ils avaient vu les articles de journaux, mais McKinney n'en parlait jamais, n'exposait jamais la médaille, n'assistait jamais aux réunions ni ne donnait d'interview. Quand les gens l'interrogeaient sur Luçon, il disait quelques mots puis changeait de sujet. Les cauchemars étaient une autre affaire. Sa famille était au courant, les sons qu'il faisait dans son sommeil, la façon dont il se réveillait soudainement, cherchant un fusil qui n'était pas là. La guerre l'avait suivi chez lui de manière qu'aucune médaille ne pouvait traiter. Le trouble de stress post-traumatique n'était pas un diagnostic reconnu. En 1946, on disait aux soldats qui luttaient avec des souvenirs de combat d'oublier, de passer à autre chose, d'être reconnaissant d'avoir survécu. McKinney fit ce que la plupart des vétérans de sa génération faisaient. Il enterra les souvenirs et continua à travailler. Il se maria, éleva une famille, occupa divers emplois dans le comté de Screven. Les années passèrent, la Corée vint et passa, le Vietnam vint et passa. De nouvelles guerres créèrent de nouveaux héros et de nouveaux vétérans avec leurs propres souvenirs enfouis. McKinney resta en Géorgie, vivant tranquillement, vieillissant tranquillement. La médaille d'honneur était rangée dans un tiroir quelque part. Il avait gagné la plus haute décoration militaire de la nation, et la plupart de ses voisins n'en avaient aucune idée. En 1965, l'auteur Forrest Brian Johnson commença à rechercher l'histoire de McKinney. Johnson était lui-même vétéran. Il comprenait ce que McKinney avait vécu. Il passa des années à retrouver des témoins, à examiner des dossiers militaires et à reconstituer les détails de ces 36 minutes à Luçon. La recherche fut difficile. McKinney ne voulait pas parler. Beaucoup de témoins étaient morts. Les dossiers militaires étaient dispersés dans plusieurs archives, mais Johnson persista. Il croyait que l'histoire méritait d'être racontée. Son livre, Guerrier fantôme, fut publié en 2007. Il documentait l'enfance de McKinney en Géorgie, son service dans le Pacifique et la bataille qui lui valut la médaille d'honneur. Le livre attira une attention renouvelée sur un héros dont la plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler. McKinney ne vécut pas pour voir le livre publié. Il mourut le 5 avril 1997 à Sylvania, en Géorgie. Il avait 76 ans. Le fils de métayer, qui avait tué 40 soldats japonais avec un fusil et ses mains nues, décéda tranquillement, entouré de sa famille. Il fut enterré dans le comté de Screven, non loin de la terre où il avait appris à chasser. 20 ans après sa mort, la Géorgie l'honora à nouveau. En 2017, la législature de l'État vota pour renommer une section d'autoroute dans le comté de Screven.
Elle devint l'autoroute John R. McKinney, médaille d'honneur. Une cérémonie fut organisée. Des vétérans y assistèrent. La famille McKinney accepta l'honneur au nom d'un homme qui n'avait jamais recherché la reconnaissance pour ce qu'il avait fait. Le panneau d'autoroute se dresse aujourd'hui. Les conducteurs le dépassent sans connaître l'histoire derrière le nom. Ils ne savent rien de la tente et de l'épée. Ils ne savent rien de la mitrailleuse et des 36 minutes. Ils ne savent pas que le fermier tranquille qui vivait autrefois à proximité avait sauvé une compagnie entière par un acte de violence et de courage qui défie encore toute croyance. 40 hommes en 36 minutes. Un fusil, un soldat, un matin aux Philippines, qui aurait dû se terminer en massacre, mais se termina en quelque chose d'entièrement différent. Le soldat John McKinney n'a jamais demandé à être un héros. Il était un garçon de ferme qui rejoignit l'armée parce qu'il y avait une guerre. Il fit ce qu'il devait faire pour survivre et pour protéger les hommes qui dormaient autour de lui. Puis il rentra chez lui et tenta de vivre une vie normale. C'est l'histoire, c'est l'héritage, c'est John McKinney. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Chaque « J'aime » indique à YouTube de montrer cette histoire à plus de personnes. Appuyez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des garçons de ferme et des soldats qui sauvent des vies avec des fusils et leurs mains nues. De vraies personnes, un véritable héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous faites partie de ceux qui maintiennent ces mémoires vivantes. Dites-nous votre emplacement. Dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci de faire en sorte que John McKinney ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés et vous aider à faire en sorte que cela